Si on produit pour avoir une meilleure vie, on ne va pas produire de manière à nous autodétruire. Ils veulent être plus forts que la planète, donc ça va pas bien. Notre maison brûle. How dare you! Les chroniques du Hérisson. Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Une émission proposée par la FRAPNA. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Les Chroniques du Hérisson, une émission pleine de piquants proposée par la FRAPNA, la Fédération des associations de protection de la nature de l'Ardèche. Dans ces chroniques, nous traitons de l'écologie sous toutes ses formes, la culture, la philosophie, l'art, les sciences et les initiatives locales. La nature est partout et vous invite à ce rendez-vous frapnesque sur Fréquence 7. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau avec Julia Burillon, paysanne éleveuse de chèvres et de brebis dans le sud de l'Ardèche. Dans l'émission du mois dernier, Julia, tu nous as déjà pas mal parlé de ton métier, de comment tu concevais ton travail d'éleveuse en accord avec un certain nombre de principes écologistes. On va continuer cet entretien aujourd'hui. Alors Julia, tu es donc une agricultrice paysanne, syndiquée, engagée, on peut le dire comme ça ? Oui, on peut le dire. Et donc, je voulais t'interroger un petit peu sur les menaces qui pèsent, d'après toi, sur l'agriculture paysanne telle que tu la conçois et telle que vous la défendez à la Confédération paysanne. J'ai envie de dire principalement, en tout cas pour ici en Sud-Ardèche, c'est le réchauffement climatique et de plus avoir d'hiver. Vous le ressentez déjà ça, le parasitisme. Le parasitisme, les tiques, il y a pas mal de parasites qui n'avaient pas autant par le passé, qui sont démultipliés, quoi. Et ça me fait penser même aux pays tropicaux qui ont du mal à avoir de l'élevage parce que justement, il y a beaucoup de problèmes de parasitisme. Et donc... mine de rien, ouais, un bon hiver, il y a rien de tel pour réguler les choses. Et là, on n'a plus ça, quoi. Et après, la ressource en eau, les intempéries qui sont quand même plus extrêmes, la grêle, les pluies cévenoles qui peuvent être très violentes aussi. Mais bon, ça, on a envie de dire, ça a toujours été. Mais on a l'impression que... Les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus courants. Oui. Et après, c'est l'accès à la terre. Et ça, c'est plus un phénomène sociétal, politique. Mais l'urbanisation, c'est... En tout cas, en Sud-Ardèche, il y a quand même pas mal de gens qui ont envie de vivre dans notre secteur et qui ont envie d'avoir leur propre maison. Et donc aussi arrivent avec des besoins qui ont envie d'avoir peut-être plus de magasins, pas forcément des magasins de producteurs où voilà, je me rends pas compte parce que c'est pas forcément mes besoins à moi, mais je pense que c'est des choses importantes, c'est de préserver nos espaces agricoles et naturels qui sont notre richesse. Et voilà, on n'a pas forcément... On a pas mal de routes. Je crois qu'on va s'en sortir. C'est bon, on en a assez, il faut arrêter d'en faire. On va peut-être faire des déviations, par exemple, ou des contournements. Voilà, on est d'accord. Et après, on peut développer du transport en commun aussi, quand on veut. Et donc, voilà. Voire, osons-le, ferroviaire, sur les rares lignes qui sont encore équipées. Les magnifiques petites gares, c'était sympa aussi, ça. Et ça vaut pour tout le territoire français, je pense. Et après, oui, c'est l'accès au foncier, d'aider à l'installation pour les jeunes, parce que, c'est quand même de plus en plus compliqué. Les fermes sont de plus en plus chères, de plus en plus grosses, donc complètement inaccessibles pour des jeunes qui n'ont pas un sou en poche, mais qui ont envie de travailler la terre. Et donc, si on veut des petites fermes, il faut aussi s'y mettre au niveau politique, de dire oui, on va prioriser cette terre-là pour une installation agricole, et oui, on veut du bio. Et on veut que ça dure.
et qu'on ait de la diversité en termes d'activités agricoles aussi, qu'il n'y ait pas toujours les mêmes activités dans des secteurs. J'ai très envie de voir se développer de l'agroforesterie, le sylvopastoralisme, je pense que ça sera aussi un avenir pour nos systèmes pastoraux. Parce que voilà, plus il fera chaud, plus on aura besoin d'ombre. Et si ça peut se faire dans des sous-bois où justement il y a de la ressource des arbres qui va bénéficier à nos bêtes, qui va bénéficier au sol, qui va nous enfin voilà, il y aura un vrai partenariat entre les bêtes qui vont fumer la terre et ensuite tous les éléments feuilles qui vont enrichir le sol. Et ben on reviendra l'année d'après. Et on aura de nouveau de quoi faire manger nos bêtes et à l'ombre et la ressource en eau sera maintenue aussi. Voilà, c'est des systèmes complexes et bien plus intéressants que des systèmes réfléchis de façon simpliste et en monoactivité. Tu me disais tout à l'heure, avant qu'on prenne le micro, que tu faisais partie du collectif Garrigue Vivante, qui se bat notamment contre les projets, je crois qu'on dit agrivoltaïsme, c'est ça, Photovoltaïque au sol. Déjà, c'est en fait, il y a plusieurs projets dans le développement du photovoltaïque qui, en fait, le collectif Garrigue Vivante, c'est créé au moment des zones d'accélération des énergies renouvelables. Donc, c'était l'hiver 2023, si mes souvenirs sont bons. Et ce qui permettait d'installer des centrales photovoltaïques au sol dans des espaces naturels. Mais aussi sur des surfaces artificialisées. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs projets qui sont sortis de terre, qui sont sortis sur notre territoire en Sud-Ardèche et qui menaçaient les garrigues où vont les troupeaux ici dans notre secteur. Et c'était 30 hectares par-ci, 30 hectares par-là. Des fois, il y avait des projets à 50 hectares. Ça faisait très peur. Et donc, centrale photovoltaïque de dizaines d'hectares, ça veut dire plus d'accès aux bergers de ces surfaces, quoi. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que nos systèmes... on arrive à travailler parce que des propriétaires nous laissent accès à leur propriété. Donc, il faut savoir que la garrigue en Sud-Ardèche, c'est quand même beaucoup privatisé. C'est des toutes petites parcelles et les propriétaires, en règle générale, sont OK pour nous laisser accès. Mais là, les projets photovoltaïques, ça voulait dire que les promoteurs proposaient un loyer aux propriétaires. Et ça peut aller jusqu'à 6 000 € l'hectare par an. Oui. Donc le berger est un peu en concurrence déloyale face aux promoteurs. Donc le choix est légitime pour les propriétaires de dire bah oui, moi j'ai envie d'avoir un loyer, vous les bergers vous me rapportez rien, je suis bien content d'avoir un plus, quoi. Et donc c'était une vraie menace pour nos activités pastorales ici dans notre secteur. Et après, au niveau écologique, voilà, on veut nous faire croire que c'est pas de l'artificialisation des sols. Mais en tout cas, indéniablement, c'est une artificialisation des paysages. 30 hectares de panneaux photovoltaïques en pleine garrigue, ça reste un impact sur le paysage. Donc, l'association Paille-Olive, elle aussi, avait été préoccupée par tous ces projets qui arrivaient sur notre territoire. Et donc, avec les bergers du Sud-Ardèche, l'association Bergigou, on a décidé de créer un collectif. Et d'autres citoyens qui sensibles à ce sujet-là se sont ajoutés aussi à notre collectif. Et c'est une mobilisation qui fonctionne ? Vous parvenez à faire stopper des projets ? Pour l'instant, il y a pas mal de projets on n'en entend plus parler. Donc c'est quand même bon signe. Et après, à la Chambre d'agriculture, on travaille sur un document cadre sur les projets photovoltaïques au sol. Et à l'unanimité, avec tous les syndicats agricoles,
le document cadre qu'on a proposé a été validé D'accord. par tout le monde. Donc c'est déjà un bon début, mais maintenant il faut que ça soit validé par l'État, par la DDT et le préfet. Donc le fait que ça a été voté à l'unanimité, ça montre bien que c'est quelque chose qui touche tous les agriculteurs, toutes les agricultrices, et où tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas une bonne idée de mettre des panneaux solaires en plein milieu de la garrigue, quoi. C'est ça. Tu parlais tout à l'heure aussi de la peur que tu pouvais avoir de ces centrales électriques en pleine garrigue, du risque incendie que ça impliquait. Ben oui, il n'y a pas photo. Un poste source ou même la production électrique induite par les panneaux, la transmission dans les câbles, et puis même dans notre environnement ici en Sud-Ardèche où, mine de rien, la menace incendie, elle est particulièrement forte. Les promoteurs vont vous dire oui, on a un périmètre de sécurité, donc ça veut dire un périmètre autour de la centrale, donc ça veut dire encore plus de superficie impactée par la centrale. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour protéger la centrale. En attendant, on a vu dans l'Aude des seaux de feu qui sont quand même de plus d'une centaine de mètres. Voilà, c'est pas anodin de mettre une usine à électricité au milieu des garrigues qui craignent les incendies. C'est quelque chose à ne pas oublier. Ce n'est pas anodin. et si on va jusqu'au bout, si les panneaux prennent feu, la pollution induite est catastrophique. C'est beaucoup d'éléments qui sont polluants et les sols sont forcément impactés. Donc après, qui est-ce qui va payer encore une fois la pollution induite par cette catastrophe ? Donc tout ça fait que nous, on dit c'est pas une bonne idée et on a autre chose à faire que de mettre des panneaux dans nos espaces naturels. Et je pense que les panneaux nous serviront quand ils seront destinés aux particuliers ou même aux entreprises et qu'elles aient leur propre énergie. Là, tout le monde sera gagnant. Parce que voilà, la facture d'électricité, c'est quand même quelque chose... moi, je le vois en fromagerie, on consomme pas mal d'électricité. Si moi, je pouvais produire ma propre électricité et que ça bénéficie à mon activité, mais là, je dis bienvenue. Et je pense que c'est l'avenir pour tout le monde, que chacun puisse avoir son électricité, se conscientiser aussi de sa consommation et en fonction de ce qu'il peut produire, d'adapter sa consommation. Mais là, ce serait ça, une option très intéressante. Oui, donc c'est pas être opposé à l'énergie solaire que de dire il faut juste pas en foutre partout, quoi. Et puis c'est toujours les mêmes qui en profitent. Oui. Là, les centrales photovoltaïques, c'est toujours les mêmes, et voilà, et c'est à eux que ça profite encore une fois. Et c'est pas notre facture d'électricité qui va diminuer grâce aux centrales photovoltaïques. Non. Donc pour l'énergie comme pour le reste, il faut une meilleure redistribution. Exactement. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage, comme disait Chico Mendes. Une des actualités de cet été, et peut-être on finira là-dessus, ça a aussi été évidemment la loi du plomb, présentée, vendue comme une loi destinée à faciliter la vie des agriculteurs et des agricultrices. Ça va faciliter ta vie, cette loi ? Non, j'ai jamais compris comment ils pouvaient prétendre que ça allait faciliter la vie des agriculteurs. Surtout que la plupart des mesures étaient destinées qu'à une infime minorité d'agriculteurs, notamment sur le système d'élevage qui permettrait de ne plus avoir à faire d'études d'impact pour des élevages de plus de 1000 bêtes, enfin des choses... je ne connais pas beaucoup d'élevages avec des proportions aussi énormes d'animaux. Et non, je ne vois pas en quoi la loi du plomb pouvait simplifier, si ce n'est pour polluer plus facilement. Non, je comprends vraiment pas comment ils peuvent prétendre simplifier notre activité agricole, non. Est-ce qu'elle n'avait pas pour vocation finalement de défendre une vision de l'agriculture qui soit pour faciliter les élevages intensifs, faciliter les méga-fermes, les méga-bassines, les choses comme ça. Et maintenir un agribusiness. L'agro-industrie, c'était elle la première bénéficiaire. La preuve, Édouard Leclerc était le premier à dire qu'il fallait voter la loi du plomb.
tout. Édouard Leclerc qui n'est pas un agriculteur, hein, comme, non, mais comme qui est donc le propriétaire des supermarchés Leclerc, qui sont bien contents d'avoir des productions à grande échelle bas de gamme et qui sont facilement transformables par l'industrie. Et puisque tu cites Édouard Leclerc, avec la grande distribution, comment ça se passe aussi? Est-ce qu'il y a des choses à redire? Est-ce qu'il faudrait, par rapport aux paysans, à la façon dont les produits paysans sont vendus? Je me rends pas compte, j'ai l'impression que ça reste au cas par cas. Que voilà, on a des magasins, quels qu'ils soient, plus ou moins grande échelle, qui font en sorte... J'ai des retours de certaines grandes surfaces qui rémunèrent très correctement. Ouais. Les agriculteurs, Okay. Et parce que sûrement qu'ils ont une stratégie marketing derrière, c'est-à-dire d'avoir des produits d'appel qui leur apportent pas forcément, mais justement qui vont attirer un certain public. Et après, ici en Ardèche, on est quand même... Moi, j'ai à échanger avec des petits producteurs. Je me rends pas compte, j'avoue, de ce que ça peut représenter que de vendre des grosses productions. Ouais. Mais oui, pour l'instant, je dirais que c'est au cas par cas et qu'il ne faut pas être manichéen et dire oui, les supermarchés, c'est les grands méchants. Mais voilà, il y a toujours à redire. Il y a même des petits magasins qui vont vous racheter des produits très peu chers et qui vont se faire une marge de dingue. Des restaurants qui vont vous demander de vous acheter les produits pas chers et qui se font une marge de dingue. Enfin, voilà, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de l'abus que dans la grande distribution, il n'y a pas que de l'abus dans la grande distribution. Mais il y a une vraie problématique de revenus des agriculteurs et ça, c'est avéré pour tous les systèmes agricoles et donc c'est important de sensibiliser nos politiques au fait que nos agriculteurs doivent être soutenus et donc de là, il y a toute une réflexion à avoir sur les systèmes agricoles en général. Que ce soit dans le coût de production, mais aussi dans la revente, la commercialisation. Si on peut aussi contribuer à améliorer la commercialisation, parce que l'agriculteur ne peut pas tout faire non plus. Eh oui. Donc, c'est important de l'accompagner dans ce process-là, de mieux valoriser ses produits, de mieux vendre, d'avoir peut-être une production plus réduite mais de meilleure qualité et d'avoir aussi une filière qui est capable de lui racheter à un prix correct. Et tout ça, s'il y a une politique derrière qui peut contribuer à ça, ça nous aiderait grandement, oui. Et le monde n'en serait certainement que meilleur. Merci beaucoup, Julia Burillon, de nous avoir accordé ces deux entretiens. Et merci de ces éclaircissements sur ton métier, sur ta façon de voir, de concevoir et de défendre l'agriculture paysanne. Merci à toi et merci aussi évidemment à celles et ceux qui nous écoutent et à qui je dis à dans un mois pour une prochaine chronique du Hérisson.